Monsieur Poncardassac, bonjour. Bonjour Eric. Alors bon, on se retrouve tout seul, un petit peu veuf de notre chère Diane. Alors je tiens à lui envoyer un grand salut avec nos vœux de prompt rétablissement, puisque, comme vous le savez, je crois, cette grande sportive s'est claqué le tendon d'Achille et qu'elle est au repos forcé. Elle trépigne, Elle sera là pour le prochain trépigne entretien. et on pense à elle. Le dossier du mois, France vers une guerre civile, point d'interrogation. Première question, suite à l'attaque de Viry-Châtillon, les policiers manifestent contre la violence qu'ils subissent dans certains quartiers de France. Pouvez-vous revenir sur ces manifestations policières ? Bon, alors, ces manifestations policières, qui d'ailleurs continuent, parce qu'ils n'ont toujours pas obtenu ce qu'ils voulaient, découlent de ce que l'on peut appeler la protection des pouvoirs publics envers les terroristes et envers cette bande de sauvageons, comme on dit ce cher monsieur Cazeneuve. Alors là, ça a été le mot de trop qui a fait que les forces de police se sont rendues compte qu'ils étaient face à un pouvoir hostile par rapport à eux et que c'était les sauvageons qui étaient privilégiés et qu'il ne fallait surtout pas y toucher. Alors le fond du problème, c'est qu'ils réclament à corps et à cri la possibilité de légitime défense, qui est normale. Or actuellement, c'est invraisemblable, les règles qui leur sont imposées pour les empêcher de réagir au quart de tour, parce que c'est une question de vie et de mort, eh bien, il y en a qui en crèvent, justement, qui en meurent. Et c'est ça qu'ils n'acceptent plus, que les policiers n'acceptent plus. Réagir très rapidement, c'est la règle de base de... Mais c'est la règle de base, mais nous sommes... On a vu aussi des gendarmes mais pour les mêmes raisons. Pour les mêmes raisons. Et sur quelle situation révolutionnaire ça peut déboucher ? Difficile à dire. Je mettrai tout de même charitablement en garde Monsieur Cazeneuve, et je tiens à rappeler que c'est tout de même un membre éminent de la maçonnerie, Grand Orient de France, ceci expliquant cela. Je le mets charitablement en garde qu'à continuer comme ça, un policier ou un gendarme qui aurait perdu un de ses amis du fait des sauvageons protégés par M. Cazeneuve pourrait bien avoir un jour l'envie de le flinguer. Faites attention, parce que l'exaspération monte. Et je dirais qu'il ne l'aurait pas volé. Ça ne fera pas une révolution, ça fera un signal... Ce sera. Toute révolution commence par un acte. Commence par un acte. Ce qui nous amènerait donc à la deuxième question. Certains nationalistes disent que la guerre civile doit être hâtée, du moins tant que le Front français, on va dire, est encore majoritaire. Ce sont des mots, ça. Ce sont des mots. Et alors ceux qui disent ça, ils ne seront certainement pas au combat quand il faudra le combat. Ce sont des mots. Ils se gargarisent de mots. La guerre civile, c'est la guerre civile. Il n'y a pas besoin de guerre civile pour régler le problème de cette immigration de sauvageons. Hein ? Il suffit de couper simplement les pompes aspirantes. Et ceux qui ne sont pas en règle, ceux qui ont eu déjà un casier judiciaire, je regrette beaucoup, on les remballe. Vous coupez les pompes aspirantes, vous verrez comment tous ceux qui sont attirés en France à cause de tous les subsides qu'on leur accorde, le traitement gratuit de leur maladie, etc., pour eux, pour leur smala et compagnie, ben vous verrez, ces gens-là iront ailleurs. Pas besoin de guerre civile. Moi, je suis contre la guerre, je suis relativement un pacifiste. Il y a moyen de régler les problèmes autrement que par des guerres ou guerres civiles. Et moi, ces gens de droite qui se caractérisent de mots mais qui ne font rien, je ne peux plus les supporter. Donc, un récit catastrophiste du genre celui de Laurent Oberton, son livre Guérilla. C'est la même chose, alors c'est toujours le même schéma, c'est le danger islamiste, le danger islamiste, le danger islamiste, mais il ne remonte pas aux causes. Quelles sont les causes ?
Bah, si on remonte tout de même au début de cela, la première cause, c'est la responsabilité de la Troisième République, la Troisième République maçonnique, qui a poussé à la colonisation pour se débarrasser d'un certain nombre de jeunes français de droite de l'époque, de façon à ne pas les avoir dans les pieds, et parce que la Troisième République était en plein scandale financier, politico-financier, etc. Donc ils ont évacué toute l'énergie de jeunes Français qui pouvaient être dangereux pour eux en les aiguillant sur la colonisation. C'est ça. Et je l'ai rappelé à plusieurs reprises, par exemple l'Action française était contre la colonisation. Et ça, qui en parle? Donc voilà, donc première responsabilité. Qui a voulu coloniser d'une part, qui a voulu empêcher que l'on christianise ces populations, sinon la Troisième République maçonnique, et je rappelle très régulièrement le mot du père de Foucault, qui disait, si on n'en fait pas des chrétiens, dans 60 ans, je crois, il disait, nous serons à la porte. 50 ans. 50 ans. Et c'est incroyable, vraiment. C'est un visionnaire. Enfin, oui et non. Un homme qui, simplement, connaissant le sujet, pouvait prévoir ce qui allait se passer. Et à quelques semaines près, il a eu raison. Oui, donc voilà. Alors, Léo Barton et compagnie, qui font du anti-islam, anti-islam, d'abord, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac, parce que les musulmans sont eux-mêmes des victimes du mondialisme, judéo-maçonnique, comme nous. Alors, certains le comprennent, d'ailleurs qui nous rejoignent, très curieusement, ça c'est un des faits marquants. D'autres ne le comprennent pas et continuent à dire, j'ai eu encore hier des mails, 2 mails je crois, 2 mails de musulmans, disaient, ah oui, mais vous avez pris nos richesses, etc., etc. J'ai répondu calmement, écoutez, d'abord, je crois qu'on vous a supprimé les guerres civiles, qu'on a supprimé les maladies qui vous étiolaient, et moyennant quoi vous êtes là. Et puis, si vous nous haïssez tellement, ben, pourquoi venez-vous chez nous? Restez chez vous. Ça s'est calmé. Oui, ça me fait penser à un livre paru récemment aux éditions Astrée de Hussein Ali, qui est un Syrien, je crois, et qui s'appelle La faillite du monde arabe 1916-2016, où il met en cause aussi la responsabilité, alors là du monde arabe en particulier, dans son propre malheur. C'est évident, c'est évident. Ça sert à rien de nier notre part prise dans la catastrophe. Ceci dit, la colonisation n'a pas été toute blanche, hein, non plus. Le petit blanc qui abusait du musulman, qui le traitait un petit peu par-dessus la jambe, c'était pas toujours très chrétien. Tout le monde a une petite part de responsabilité. Et si on ne fait pas le bon diagnostic, on ne pourra jamais se comprendre. Mais ce que je voudrais que les musulmans qui nous écoutent, ou les écouteront peut-être quand ce sera sur Internet, cet entretien, comprennent que s'ils ne comprennent pas, leur tour viendra après. Parce qu'il est en train d'arriver avec l'islam, les musulmans, et enfin, ce que représente le monde musulman avec l'islam, c'est qu'ils sont en train de remplir aujourd'hui le rôle que le communisme a rempli. C'est-à-dire servir d'explosif pour faire sauter ce qui reste des nations européennes chrétiennes. Et comme le communisme, quand ce rôle aura estimé être suffisamment rempli et qu'on aura intérêt à faire autre chose, eh bien il arrivera à la même chose qu'au communisme, le monde islamique passera à la moulinette à son tour. Je mets en garde, c'est pour ça, normalement, face à un ennemi commun, on doit être unis. D'ailleurs, l'islam prend la suite historiquement du communisme. Bah, bien entendu. Mais très rapidement après la chute de l'URSS, tout à fait. De nouveau méchant. Tout à fait. On crée des épouvantails pour faire marcher les peuples à leur perte. Et donc, votre conclusion, ce serait chacun prend ses responsabilités. Chacun prend ses responsabilités et on s'entend pour lutter contre le mondialisme messianique judéo-américain.
Un commentaire sur l'évacuation du camp de Calais. Ils ont démultiplié le problème. Ils ont fait, on avait un cancer à Calais, ils ont éparpillé les métastases aux quatre coins de la France. Et puis Calais, il y en aura d'autres qui vont venir. Donc le problème n'est pas terminé, il va se reproduire. Donc ça va refaire un bon petit noyau à Calais, et ce petit noyau, on va encore l'éparpiller en France. Bon, enfin, c'est comme ça. On recoupera. Le Grand Orient demande la naturalisation de tous les clandestins de Calais. Est-ce qu'on assiste à une accélération du calendrier mondialiste ? C'est évident. On revient à ce que j'ai déjà un petit peu dit tout à l'heure, c'est qu'ils se servent justement de cette immigration pour nous submerger. Ça fait partie du plan mondialiste. Il ne faut plus qu'il y ait de nations homogènes ethniquement, que les gens perdent leur sentiment d'appartenance pour pouvoir arriver à imposer la dictature mondiale avec un homme uniforme, programmé pour les produits des multinationales, etc. Tout ça est bien programmé. Alors du coup, ça peut expliquer une certaine contradiction qui est apparue, on va revenir sur les attentats de Nice. Un rapport de l'IGPN nous apprend que les policiers avaient été mobilisés en Avignon pour le dîner privé de François Hollande, le 14 juillet au soir. Sandra Bertin, elle, est jugée pour diffamation. C'est-à-dire que le pouvoir se sert de la police pour se faire protéger. Je répète simplement que le jour où un policier en aura marre et fera un carton, tant pis pour eux, ils l'auront cherché. Alors l'histoire de Sandrine Bertin, c'est cette jeune policière niçoise qui avait la responsabilité des vidéosurveillances à Nice. Donc elle a vu le déroulement de ce qui s'est réellement passé le jour de ce massacre. Et quand le ministère, donc elle envoie un rapport en fonction de ce qu'elle a vu, le ministère de l'Intérieur de ce bon monsieur Cazeneuve lit ce qu'elle avait écrit, entre en transe en disant mais c'est pas possible, on ne peut pas laisser passer ça. Il lui téléphone en lui disant vous allez modifier ça, vous allez écrire voilà, tac 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 tac. Elle dit non, je peux pas. Je ne vais pas écrire quelque chose que je n'ai pas vu sur mes écrans. Point. Alors à ce moment-là, elle l'a dit dans la presse, elle l'a dit sur des chaînes, et alors, Cazeneuve, démasqué, coincé, qui décide de lui faire un procès. Et voilà, c'est ce qui va arriver prochainement, je crois, à moins qu'on étouffe gentiment l'affaire, parce qu'il n'a pas intérêt à faire trop de vagues avec cette histoire-là, parce que ça va rappeler ce qui s'est réellement passé. On a pu noter, c'est dans le livre de Buisson, l'expression « vieux sang pourri des Français », prononcée par Carla Bruni. Ça vous inspire un commentaire ? Ah oui, ça m'inspire énormément. C'est que c'est la révélation de la haine de ce milieu juif dont elle est, puisqu'elle est juive d'origine. La haine de ces juifs qui profitent de nous, qui s'enrichissent sur notre dos et qui parlent de notre sang pourri. Alors quel est le sang pourri dans l'histoire ? Je vous laisse conclure par vous-même. Ouais, il y aurait peut-être une consonance un peu kabbalistique. Je ne sais pas si c'est kabbalistique ou pas, mais c'est l'éternelle haine juive de tout ce qui est catholique de près ou de loin. Tout ce qui fait référence aux racines chrétiennes de la France, et c'est ça qui ne supporte pas. D'où le bouquin de Vincent Payon, La Révolution française n'est pas terminée, parlant de l'expiation nécessaire du peuple français. Ah non, mais c'est révélateur, ces gens sont des obsédés. Je parlais de consonance kabbalistique parce que dans le schéma de la création du monde, nous autres qui n'avons pas la chance de faire partie de l'élite, nous sommes des raclures qui sont coincées sur ces espèces de brisures de vase. Je ne sais pas si vous voyez un peu la cosmogonie kabbalistique. Et, il n'y a pas grand-chose à tirer. Je vous rappellerai, mon cher Eric, que j'attends toujours votre article pour la politique sur la Kabbale. Ça vient. Lentement. Quelle solution pour les déracinés ? Je parle donc de cette génération qui ne se sent plus finalement ni français, ni algérien, ni marocain. C'est une excellente question.
parce que c'est un problème pour eux comme pour nous. Et très souvent, des musulmans, de jeunes musulmans notamment, me posent la question, qui se résume à ceci à peu près: oui, c'est bien gentil tout ce que vous dites, mais nous, où est-ce que nous sommes? Ben, ils sont nulle part. Ils sont nulle part. Alors si on veut régler le problème, ben, il faudra qu'ils le règlent eux aussi, leur problème, parce que c'est leur problème aussi. Leurs parents ou eux ont voulu venir, bon, ils sont là, mais ils sont entre deux chaises. Entre leur nation d'origine et entre nous. Donc il faudra un choix. Et alors là, en disant ça, ça ramène justement au problème du droit du sang et du droit du sol. Vous savez, vous ne savez pas, que le droit du sol a été imposé, je crois que c'était en 1988, par le Grand Orient de France, justement pour supprimer la filiation basée sur le droit du sang, c'est-à-dire par héritage, par descendance. Et là encore, c'est la progression du complot mondialiste pour supprimer les appartenances nationales et ethniques. On mélange tout. L'homme uniforme. Donc, à partir de là, première chose, si on veut régler ce problème-là dans la durée, pour le bien de tous, immigrés comme nationaux, il faut revenir d'abord au droit du sang. Ça ne veut pas dire que l'on refuse des apports nouveaux, mais sous condition, d'abord qu'ils le demandent, et deuxièmement que la communauté nationale, enfin les responsables politiques de la communauté nationale, portent un jugement sur chaque candidature. C'est pas comme ça, vous êtes né en France, vous avez la nationalité française, avec tous les avantages, vous ne les avez pas mérités jusqu'à présent. Méritez-le, ensuite on verra. Voilà ce que j'ai à leur dire. Pour en revenir au décret Crémieux, si on le rapproche donc, de ce problème d'immigration, il y en a quand même, dans le passé, c'est vrai, qui ont largement mérité de recevoir la nationalité française et qui l'ont refusé. Tout à fait. Ce sont les générations précédentes. Bien entendu, les harkis par exemple. Mais ça justement, les harkis ne sont pas intéressantes pour ceux qui nous gouvernent, pour cette judéo-maçonnerie qui nous occupe. C'est qu'eux tenaient à la France, ils aimaient la France. Donc ceux-là, on a tout fait pour les massacrer, grâce à De Gaulle. Ce sont les massacres dont De Gaulle porte le sang. Il porte le sang, les massacres à Oran, en Algérie, au moment de l'indépendance, avec le général Katz, juif. Il faut le signaler tout de même au passage aussi. Hollande a reconnu récemment... il cherche un électorat, ce salopard. Donc il ne l'a pas reconnu pour les bonnes raisons. Il cherche un électorat. Alors il compte évidemment que les harkis aient la mémoire courte. Quelle serait la politique nationaliste à adopter alors vis-à-vis des anciennes colonies françaises? Une politique de coopération. On doit être complémentaires et on devrait être complémentaires. Je ne suis pas du tout partisan d'un néocolonialisme. J'ai dit tout à l'heure le mal que je pensais de cette politique colonialiste de la Troisième République maçonnique, c'est pas pour recommencer. Simplement, c'est du donnant-donnant, on a intérêt à ça de votre part, vous avez intérêt à ça de notre part, on voit si on peut s'entendre, on s'entend très bien, on s'entend pas, allez faire autre chose. C'est la politique éternelle entre pays européens, de tout le monde, c'est une constante c'est comme ça. Donnant, c'est le troc. C'est le troc. Il faut dire qu'en France et en Europe, l'Union européenne nous a tellement déshabitués de cette politique normale. Finalement, on a du mal à ce qu'il vienne Il faut garder les pieds sur terre, les bonnes vieilles recettes qui ont fait que le monde est arrivé jusqu'où il a pu arriver jusqu'à présent. Tout. Et arrêter le pseudo-angélisme de ceux qui nous gouvernent, qui font passer des trucs pervers en faisant pleurnicher dans les chaumières. Il faut regarder les choses en face. C'est tout. Que pensez-vous du revenu universel défendu par Manuel Valls, qui est censé remplacer donc le RSA, les APL? C'est toujours la même chose, c'est l'égalitarisme démocratique. Pourquoi voulez-vous qu'on donne
un revenu supplémentaire à des familles richissimes. Trouvez-vous normal que des rejetons de Rothschild touchent le revenu de M. Valls? C'est invraisemblable. Vous voyez jusqu'à quelles aberrations cet égalitarisme démocratique bêlant amène. C'est invraisemblable. Les ressources de la nation doivent être faites uniquement pour ceux qui en ont besoin. C'est tout. On va maintenant mettre le projecteur sur les prochaines élections présidentielles. Avez-vous un commentaire sur les primaires de droite? Oui, il y a pas mal de choses à dire. Je me suis astreint à regarder et écouter les 2 épisodes. Les 2 épisodes. C'est intéressant. C'est intéressant parce que ça montre à quel point ces candidats sont formatés par cette idéologie démocratique. Les valeurs de la République et compagnie, les valeurs de la République et les valeurs de la République, etc. Alors personnellement, ça on l'a publié dans notre lettre d'information à la politique, nous allons soutenir François Fillon. Alors ça peut paraître curieux, mais François Fillon, d'une part, c'est quelqu'un qui apparaît tout de même comme sérieux, ses propositions ne sont pas trop mauvaises. Dernièrement, il a dit que si la communauté européenne continue à nous casser les pieds pour nous imposer telle et telle chose, il faudrait arrêter, notamment sortir de la Cour européenne des droits de l'homme. L'immigration, il est pour la suppression, un petit peu comme le Front National. Il y a des choses qui sont pas mal chez lui. Mais surtout dans notre calcul, ce qu'il faut, c'est qu'il soit au 2e tour des primaires des Républicains pour faire barrage, pour pouvoir faire barrage éventuellement à Sarkozy et à Juppé. Ça, la politique, c'est pas toujours l'idéal. L'idéal, il faut toujours l'avoir en ligne de mire. Avant d'arriver à l'idéal, il y a des étapes. Il faut voir ce qui est possible. C'est une étape. La politique, c'est aussi l'art du possible. À un moment donné. Et Jean-Frédéric Poisson ne vous inspire Non. donc pas plus? Non, parce que d'une part, il est très contradictoire, et puis il a démontré de façon particulièrement démonstrative que c'était un dégonflé. Alors, il a sorti, vous connaissez sa sortie. Oui, la proximité de Mme Clinton avec les super financiers de Wall Street et sa soumission aux lobbies sionistes sont dangereuses pour l'Europe et la France. Bon, alors ça, c'était très bien, on ne pouvait qu'applaudir, parce que c'est la réalité. Le problème, c'est que les institutions juives de France représentatives, soi-disant représentatives, qui ne représentent rien du tout, parce que c'est une infime minorité, il faut le savoir aussi, lui ont fait les gros yeux, et immédiatement, M. Poisson a, je regrette beaucoup de dire ça de façon très triviale, il a baissé son froc. Ah, mais je suis un grand ami d'Israël, etc., vous m'avez mal compris, etc., etc. C'est lamentable. Ou bien ce qu'il l'a dit, il le pense réellement, et c'était très bien. Mais alors à ce moment-là, on maintient sa position, au lieu de partir comme un pé foireux. Je m'excuse du terme. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas adopté une stratégie qui serait celle de Farage devant M. Rompouille, qui était président de l'Union Européenne à l'époque? Et il lui disait qu'il avait donc un charisme de serpillière humide. Et il lui disait, mais vous êtes qui? Il aurait pu dire ça au CRIF. Qu'est-ce que le CRIF finalement? Mais justement, mais c'est ça qui est pathétique avec la plupart de ces hommes politiques, c'est qu'ils n'ont pas de fond. Ils naviguent et ils sont fragiles face à ce que disent les médias. Mais les médias aussi, c'est une infime minorité. Parce que ces médias ne répètent et n'écrivent ou ne disent que ceux qui sont derrière pour les financer leur disent de dire. Mais en soi, ils sont numériquement, si on parle en termes démocratiques, ils sont une minorité. Ils ne représentent quelque chose que parce qu'ils font du vent. Alors, soit
on est impressionné par ce vent, par ce bruit qui est fait, soit on dit, écoutez, ne m'intéressez pas, moi, je pense ça, point. Tout. C'est ce que je m'efforce de faire. Est-ce que vous croyez que tout ce qu'on a pu dire sur moi depuis que j'ai relevé l'étendard de la révolte, ça m'a fait bouger d'un iota? Je crois pas. Un commentaire sur les primaires de gauche. C'est risible. C'est risible. Ils vont s'entre-dévorer allègrement. C'est risible. Oui, Cambadélis a dit qu'il y a peu de chances qu'il n'y en ait aucun qui se maintienne au second tour. Non. Il faut dire que c'est absolument pathétique. C'est pathétique. D'une nullité sans précédent. Commentaire sur le Front National et Marine Le Pen. Bon, alors là aussi, certains vont me le reprocher certainement, je m'en contrefiche, j'ai perdu mal. Là aussi, c'est une question de réalisme politique. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas Marine Le Pen et certaines choses qui sont dites au nom du Front National, je suis d'accord. Et je ne peux pas applaudir à toutes ces références à la République, valeurs de la République et compagnie, comme le sort, et même Marion Maréchal, que j'ai entendu dernièrement dans un de ces trucs, parlant de la laïcité au nom de la République, etc., mais qui la boucle, on n'a pas besoin de ça. Donc, je n'approuve pas. Mais, le Front National représente une force, d'ailleurs, qui fait peur au système. Donc, si on n'est pas complètement idiot, il faut se servir de cette force. Et pour se servir au mieux de cette force, vous savez très bien ce que je recommande, à tous, y compris à ceux qui font partie des cercles nationalistes français que je dirige, c'est de rentrer discrètement au Front National pour pouvoir influer de l'intérieur. Voilà. Donc, nous ferons voter pour Marine Le Pen. Point. Un nouvel abus de pouvoir vient d'éclater avec l'affaire Le Tess. Ce fichier qui doit mettre en fiche justement les quelques 67 millions de Français. Petit commentaire. Et comment ? Eh bien, c'est exactement le copier-coller de ce que les Américains ont appelé le Patriot Act, qui a été décidé par George W. Bush au lendemain du 11 septembre 2001, qui était destiné pas pour ficher les musulmans qui pourraient éventuellement être dangereux, non, mais tous les citoyens américains, de A à Z. C'est exactement la même chose que le petit père Cazeneuve, mon petit franc-maçon, veut faire sur les Français. Est-ce que vous croyez que ça va empêcher les attentats ? Non, parce que pour empêcher les attentats, il faudrait le vouloir. Mais ça, je vais en parler cet après-midi dans ma conférence. Oui, Edward Snowden a fait une conférence il y a 2 jours, enfin c'était un entretien-conférence, il a dit ça, enfin là il parlait de prisme, puisqu'on est sur les États-Unis. Il dit ça n'a jamais rien empêché. Mais bien entendu, mais c'est pas le but. Pour ceux qui ont décidé ce genre de choses, que ce soit le Patriot Act ou le test de ce bon M. Cazeneuve, le but c'est pas d'empêcher. Le but est de surveiller les Américains ou les Français pour voir s'il ne va pas y avoir une réaction qui pourrait leur être préjudiciable. C'est ça le fond du problème. D'ailleurs, dans la même conférence, et toujours au sujet du fichage, il disait que l'élection du nouveau président aux États-Unis n'allait rien changer sur la surveillance, c'est son avis, et que c'était à chacun de se prendre en main, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, prendre ses responsabilités et arrêter de gémir dans son coin. Bon, alors là, je ne sais pas si vous avez l'intention de me poser une question sur Trump. On va aborder le sujet qui est d'ailleurs assez long, mais un peu plus tard. On va s'approcher des États-Unis. Le Canada et l'Union européenne ont signé donc laborieusement le traité CETA. Quelles conséquences pour la France ? Alors c'est juste signé, c'est pas encore ratifié. Non, c'est pas encore ratifié. L'affaire n'est pas terminée parce que je viens de voir qu'il y avait une forte proportion de Hollandais qui demandaient à ce que ce soit soumis à un référendum en Hollande. Donc c'est pas terminé. Alors le Wallon qui avait décidé de mettre les bâtons dans les roues, et on a pu l'applaudir au début, mais là encore c'est un petit peu comme pour Poisson. Il s'est dégonflé.
Il a accepté. Bon, ça a dû être négocié. La longévité des élites politiques, on peut penser à Juppé, qui est là depuis quand même plusieurs dizaines d'années, mais on peut aussi penser à Hollande. On peut aussi penser d'ailleurs à Chirac. Ce qu'on appelle de vieux chevaux de retour. Cette longévité est-elle un problème? Non, c'est pas tellement la longévité qui est un problème, ce sont ceux qu'ils sont, ce qu'ils représentent, qui est un problème. Pas la même chose. Quelqu'un de bien qui a une bonne longévité politique, ben c'est très bien. Mais quelqu'un de douteux qui a une longévité politique, c'est regrettable. Oui. Saint-Louis a régné pendant 45 ans, c'était pas un problème. Vous l'avez dit. On va maintenant passer au livre Confidence de notre cher président. On va en tirer 3 citations. 1. La femme voilée d'aujourd'hui sera la Marianne de demain. Non, ça vous fait rire? Non, mais non, ça me fait rire, ça me fait grincer des dents, évidemment. Non, mais c'est tellement révélateur de leur haine de ce qu'est la France, encore aujourd'hui. Ils veulent vraiment la submersion, la transformation de la France en une nation musulmane. Comme ça, ils seront tranquilles. L'héritage catholique de la France, terminé. Sa mission, terminée. C'est révélateur. C'est un crime de haute trahison. Et si jamais la Providence nous permettait d'arriver au pouvoir, je serais pour le rétablissement de la peine de mort pour un certain nombre de crimes, crimes contre les enfants, crimes contre les forces de police et crimes contre la nation. Et ce serait amusant de réhabiliter les guillotines du bon docteur Guillotin, qui était un bon petit franc-maçon, en renversant l'utilisation de l'instrument contre ses descendants politiques. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je vous sens partant, là. Autre citation, qui tient en un mot, partition. François Hollande évoque une partition de la France. Mais ça va avec le reste. On commence par faire une partition, et puis c'est tout le reste de la France qui va y passer. Non, mais son livre, mais, je sais pas, il y a tout de même quelque chose qui me surprend dans ce livre, ou bien il perd complètement les pédales, ou bien pourtant non, on ne peut pas dire qu'il se croit tellement fort que ce qu'il dit, ils vont la poser, parce que je crois que la gauche va se partir en petits morceaux. Je ne sais pas, on a l'impression que c'est toute une rancœur contre ce qu'est la France, qui remonte en lui, et qu'il exprime en fait ses souhaits. Ce sont ses fantasmes. Plus de France chrétienne, mais musulmane. Plus de Marianne Blanche. Déjà que la Marianne, on l'aime pas tellement. Plus une Marianne Blanche, mais une Marianne voilée. Voilà. Etc., etc. C'est curieux. Je dirais que c'est pathologique. Médicalement, c'est pathologique. D'accord. Là, on est dans la psychanalyse. La dernière citation, est en 3 mots cette fois. 4 assassinats ciblés. Et ça fait toute une histoire, une procédure de destitution a été engagée par... Alors, c'est très curieux ce truc-là. D'abord, je n'ai jamais entendu parler de ces attentats ciblés jusqu'à ce moment-là, quand il en a parlé. Je ne sais même pas, et je ne connais même pas la réalité de la chose, parce qu'il peut affirmer des choses. Est-ce qu'il y a réellement... Et qui a-t-il ciblé? Et je n'en sais rien non plus. C'est pas Bachar el-Assad qui est toujours là, c'est pas Poutine, il est toujours là heureusement. C'est curieux. On a l'impression que de temps en temps, ce type sort des trucs pour se donner une posture guerrière, etc., mes muscles. Quelle est la réalité de la chose? Je sais pas. Je crois qu'en très grande partie, il perd les pédales. Il perd les pédales, mais en perdant les pédales, il se révèle, et il révèle ce qu'il y a de caché encore derrière toute sa démarche et de tout ce clan judéo-maçonnique. Oui, mais il a plus que l'impuissance gonflée du bibendum, mais il a quand même eu un pouvoir de nuisance réelle. Mais il l'a toujours, hélas. Et tant qu'il est là, il l'a encore. Lui, les Valls et les Cazeneuve. Un fameux trio. 3 points. En tout cas, c'est pas un impuissant complet qui cherche à se donner une stature. Il y a quand même
un bilan, il y a quelque chose de concret. Ah oui, tout à fait. Alors c'est Tout à fait. une Mais abomination vous totale, son bilan, vous rappelez, et ça je le rappelle toujours avec quelques ironies, rappelez-vous que j'ai fait voter Hollande. Pourquoi? Ça J'imagine paraît surprenant quand même, de ma part. pas pour C'est la parce que réponse, j'avais j'imagine. trop vu comment Sarkozy avait commencé ce même genre de politique que fait la gauche aujourd'hui, mais par petites touches, en douceur. Un exemple, est-ce que vous croyez qu'on aurait eu les manifs pour tous sous Sarkozy? Ce bon petit monde bourgeois, bien pensant, conservateur, était rassuré par son discours entre deux, comme ça. Ça n'aurait pas réagi. Ça n'aurait pas réagi. Et je me suis dit, le seul moyen de botter les fesses à tout ce monde catho, tradi, bourgeois, bien pensant, etc., c'est de leur foutre un électrochoc. Ben voilà, ils ont l'électrochoc maintenant. Alors, s'ils ne comprennent pas maintenant avec ce que fait à visage découvert la gauche, tirez-en les conclusions. Du coup, ça nous amène à la question suivante sur vos rapports avec les milieux dits nationaux ou nationalistes. Petite actualité. C'est d'actualité ô combien. Alors, c'est ce qui m'a fait justement en partie réagir et reprendre le flambeau de mon père en 2001, quand j'ai créé notre lettre d'information à la politique. J'ai mis environ 4 à 5 ans, je ne me rappelle plus exactement, à prendre la décision. Je me lance, je ne me lance pas. Si je me lance, qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce que je vais dire? Quelle est la situation? Quel est le panorama politique d'aujourd'hui? Et déjà à l'époque, et ça ne s'est pas amélioré hélas, j'ai constaté que cette droite dite nationale ou catholique, en fait se gargarisait souvent de grands mots mais ne faisait rien, et qui avait presque... On a l'impression que la victoire leur fait peur, qu'ils ne se battent pas réellement. Ils ressassent des trucs comme ça. Alors prenez par exemple les journaux comme Rivarol. Ils tiennent leur électorat de plus en plus vieillissant d'ailleurs, avec des petits rappels du maréchal Pétain. Ah, ça fait plaisir. Un petit peu de dose de national-socialisme avec Hitler, ça fait plaisir aussi à certains nostalgiques. Et puis ça ronronne, ça ronronne. Mais au point de vue efficacité dans le monde dans lequel nous vivons, c'est zéro. Et je vais en parler d'ailleurs dans ma conférence de cet après-midi. Pour moi, cette droite est morte. On va passer aux questions internationales. Le général Aoun, général Michel Aoun, chrétien, a été élu président du Liban. Un commentaire? Oui, un commentaire, c'est intéressant. C'est intéressant. Il ne faut pas oublier que dans cette histoire libanaise, qui est très complexe, parce qu'il y a de multiples fractions, ethnies aussi, a été opposé à la tendance philo-sioniste de Samir Jaja. Grand ami d'un certain Bernard Anthony Maran, que je signale régulièrement parce que c'est un personnage particulièrement nocif dans nos milieux. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu dans le dernier numéro de La Politique, un de nos jeunes cadres bordelais nous a écrit un article très intéressant justement sur les dangers de l'infiltration marane dans les milieux de droite, dont fait partie Bernard Anthony. Donc l'affaire du général Aoun est intéressante parce que ça montre tout de même qu'il y a eu une réaction contre ces tendances pro-sionistes de certains Libanais, parce que les Libanais sont confrontés aussi à un problème musulman. On revient toujours au même problème qui nous concerne aussi nous directement. Face au problème musulman, et éventuellement islamique, qui se développe, mais qui n'est pas la même chose. Comment est-ce qu'on réagit? Ou bien on s'allie avec Israël, mais
regrette beaucoup, qui est à l'origine de l'islam, qui a toujours poussé l'islam contre les pays chrétiens. Sinon le sionisme, le judaïsme. Donc c'est là qu'il ne faut pas se tromper. Et c'est pour ça que l'élection du général Aoun est intéressante, parce que ça va conforter cette position en alliance avec la Syrie de Bachar el-Assad et avec la Russie de Vladimir Poutine. C'est ça qui rend les Israéliens furieux d'ailleurs. On va se déplacer en Russie maintenant. Russie qui a perdu sa place au Conseil des droits de l'homme, tandis que l'Arabie Saoudite la conserve. Quand on voit l'excellent travail qu'ils font avec Daesh au Yémen et dans d'autres pays, il y a quand même de quoi être étonné. Non, voyons, pourquoi être étonné? Mais c'est logique, voyons. Chacun avec les siens. Les gens de l'ONU, évidemment, sont en plus du côté des criminels, de Daesh et compagnie, et de l'Arabie Saoudite. Parce que l'Arabie Saoudite, elle est toujours en place. On met à la porte la Russie, mais l'Arabie Saoudite qui massacre allègrement, et notamment qui bombarde des populations civiles au Yémen, très bien, bravo. Puis on fait du commerce aussi avec l'Arabie Saoudite. Donc, on ne va pas y toucher. Oui, vous aurez noté cette tendance à martyriser les civils, à bombarder les cortèges funéraires, tout à fait. À détruire les hôpitaux avec leurs médecins. Mais cher ami, qu'ont fait les anglo-américains, anglo-américains et canadiens en Europe contre l'Allemagne? C'est pas tellement les nœuds ferroviaires et autres qu'ils visaient, ou les troupes, etc. C'était les villes, c'était les civils. Et le pire des exemples, c'est ce qui est arrivé à Dresde, où par 3 vagues successives, pour être bien sûr que personne n'en échapperait, ils ont bombardé au phosphore des populations civiles. Or, Dresde était une ville au refuge, elle n'était pas défendue. C'était toutes les populations qui étaient venues de l'Est pour fuir l'avancée des armées soviétiques, ils s'étaient réfugiés à Dresde. Dresde, qui en plus de ça, était un joyau, la Venise du Nord. C'est une volonté. Ces grandes démocraties soi-disant moralisatrices sont des criminels. C'est dans leur gène. Et en fait, ces bombardements de masse sur les populations civiles, c'est pour faire craquer le moral des pays. C'est tout. Oui, vous ne partagez pas la notion de massacre humanitaire. Que signifie, pour rester donc à Moscou, l'expulsion d'Amnesty International? Je crois qu'il était temps quand même. Parce que comme toutes les ONG, je crois que j'aurais été moins patient si j'étais au pouvoir. Parce que toutes les ONG, plus ou moins, et surtout beaucoup soudoyées par Soros et compagnie, ce sont des chevals de Troie à l'intérieur de la Russie pour essayer de mettre le désordre. Donc Amnesty International, c'est du même acabit. Oui. Ça renvoie au livre de Julien Teil, qui a d'ailleurs travaillé pour des ONG. Il en explique le financement, très souvent par les États-Unis d'Amérique. Mais bien entendu. Aussi par Soros. Mais bien entendu, mais ça va ensemble. Et d'ailleurs, le nom d'ONG n'est plus pertinent, parce que ce ne sont plus des organisations non gouvernementales. Elles sont gouvernementales, c'est évident. Mais évidemment, c'est du camouflage, ça. Non, mais c'est intéressant. Alors, bon, je disais que j'aurais été moins patient, je ne sais pas, parce que ce que j'apprécie beaucoup chez Poutine, justement, c'est qu'il ne fait pas tout d'un coup. Il ne s'attaque pas à tout le monde d'un seul coup, tous ceux qu'il faudrait mettre à la porte. Il saucissonne. Il y va progressivement, et c'est comme sur le plan économique, ce qu'il est en train de faire avec la banque centrale russe, je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais tout de même, petit à petit, il met de l'ordre. Parce qu'il a tout de même le lourd héritage de Elstine. Elstine, en fait, c'est quoi? C'est exactement le même schéma que l'Allemagne a eu avec la République de Weimar. Si Hitler est arrivé démocratiquement au pouvoir, c'est pas par hasard. C'est parce que la République de Weimar, qui était la suite de la défaite allemande en 14-18, avait accepté de telles conditions que, en plus, j'en parle d'ailleurs dans mon dernier livre, L'armée française face à la destruction de la nation, parce que j'épluche différentes périodes de l'histoire.
le problème qui s'est posé à l'Allemagne et qui s'est reposé en Russie, justement, après la chute de l'Empire soviétique, c'était la même chose, bis repetitas, les plutocrates juifs qui s'enrichissent sur les dépouilles de l'Empire du Deuxième Reich, d'abord, et sur les dépouilles de l'Union soviétique après. Même schéma. Et comme quoi les mêmes causes produisent toujours les mêmes résultats, les mêmes réactions. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une réaction en Allemagne avec Hitler, on est arrivé au pouvoir démocratiquement, je répète, et en Russie avec l'émergence de quelqu'un comme Poutine, qui est resté tranquillement, sagement dans le sérail, et quand il a vu qu'il pouvait s'imposer, il s'est imposé. Je trouve ça remarquable comme tactique. Comme quoi, il ne faut pas partir le riflamme comme ça dressé, il faut savoir attendre son moment, travailler discrètement jusqu'au moment où on est en position de pouvoir imposer ce que l'on veut. Certains continuent de dire que Poutine est un mondialiste total, Juif, etc., sa mère Shlomova, etc. Alors ce que j'ai trouvé vraiment absolument insupportable et malhonnête, et c'est Pierre Hilla, pour ne pas le nommer encore celui-là, c'est que, je ne sais pas qui a fait ça, mais ils ont modifié l'orthographe du nom de sa mère. Mettant un S à la place d'un C, ce qui modifiait complètement la sonorité du mot, et qui donnait presque une sonorité de shalom, mot juif. Et ils se sont basés sur ça, c'est une manipulation d'écriture. Et puis, je regrette beaucoup Poutine, juif ou mondialiste, mais quand on voit tout ce qu'il fait contre le mondialisme aujourd'hui, je dirais pas à mourir de rire, mais c'est à se poser des questions. Comment des individus apparemment tout de même intelligents comme Pierre Hillard, il n'est pas le seul, aussi un certain Yves-Marie Lalanne, c'est la même chose, sans compter tous leurs suiveurs, disaient Poutine est juif, Poutine est mondialiste. Mais c'est un l'hypopète, mais si les juifs est mondialiste, mais qu'on nous en donne d'autres de ce même acabit, c'est pas croyable. Alors, ou vraiment, ils sont aveugles, ou bien il y a autre chose de moins avouable derrière. On va se déplacer aux États-Unis et on va se concentrer évidemment sur l'élection présidentielle américaine. Est-ce qu'on pourrait pas mettre en toute première question, est-ce que c'est pas un avertissement à tous ceux qui se plaignent, qui sont défaitistes? Tout à fait. Tout à fait. Comme disait Maurras, tout désespoir en politique est une sottise absolue. Alors, ce qu'il y a de très intéressant dans la victoire de Trump, je rappellerai que Diane, ici même, il y a plusieurs mois, c'était tout à fait au début de l'émergence de Trump, quand on commençait à parler de lui, alors que au tout début, il était la risée de tous les médias. Aucune chance, 1% et encore, Et Diane, très intelligemment, m'avait posé la question, que pensez-vous de Trump? Alors, on voyait déjà ce qui se dégageait de son discours et du début de soutien populaire qu'il obtenait. Et j'avais dit, le personnage tel qu'il se présente m'horripile, il est caricatural, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que ce que représente la vague populaire qui est derrière lui, c'est un rejet du système. Et ce qui s'est passé aux États-Unis, je pense que va se produire en France aussi, et dans d'autres pays d'Europe. Si on donne la possibilité au peuple d'Europe de faire des référendums, de participer à des référendums, je crois qu'il n'y aurait plus d'Europe très rapidement. De communauté européenne, je veux dire. Et alors là encore, mais vous ne vous rendez pas compte, ça va être la catastrophe économique, etc., etc. Ça, c'est ce que les partisans, ceux qui en vivent d'ailleurs de cette Europe, comme des sangsues, comme des cancers. Mais l'Europe, la France, elle a vécu comment avant cette Europe supranationale? Elle n'y vivait pas?
Bah non, c'était le Moyen-Âge. Ouais, c'est ça, oui. Vous viviez pas? Hein? C'était le premier pays au monde à l'époque. Hein? Jusqu'au XVIIIe siècle. C'était le premier pays civilisé de l'époque. Alors? Oui? Alors? Non, si vous voulez pas l'Europe, c'est la fin. Vous êtes mort. Non, pas se moquer du monde, quand même. Et regardez quels sont les pays qui s'en tirent le mieux aujourd'hui en Europe. Ce sont ceux qui n'en font pas partie. Mais c'est sûr, il y a un côté adolescent boutonneux dans les élites de l'Union européenne. C'est moins innocent que ça, mon cher Eric. Qui pensent que le monde a commencé à... Oui, c'est ça, oui, évidemment. Ben, ils en profitent, voyons. Ce sont des sangsues sur le dos du bon peuple. Non, le côté adolescent boutonneux n'est qu'un aspect, il n'y a pas que ça, évidemment. Il ne faut pas non plus être... Non, et puis surtout, j'ai rappelé dans mon livre Le nationalisme français, une bonne chose, dans le nationalisme français, le mot de Jean Monnet, qui était l'homme des Américains mondialistes bien connu, tout au moins qu'on devrait bien connaître, quand il disait « La constitution d'une Europe communautaire est une étape dans la construction de la République universelle ». Je cite de mémoire, mais c'était ça, l'idée, c'était ça. Donc l'Europe, c'est pas un aboutissement, c'est une étape vers la gouvernance mondiale, etc. Alors pour citer Laurent... Et je rappellerai une chose aussi, c'est que Monnet est co-responsable avec De Gaulle du rétablissement du décret Crémieux. Il faut le rappeler aussi. Et de la maçonnerie. Laurent de Angelis dit finalement on ne sait rien du président Trump puisqu'il n'a pas encore commencé à exercer ses fonctions. Donc c'est une évidence. On ne va pas trop s'énerver. C'est un truisme. On ne va pas trop s'énerver sur les actes qu'il n'a pas encore posés. Il note quand même que c'est un professionnel de l'immobilier, intelligent vu sa fortune, bosseur. Donc il a quand même des qualités qu'on peut déjà lui... Il a des qualités d'organisateur et d'énergie peu banales, d'ailleurs ça se voit dans son visage. Ce que j'encaisse pas, c'est sa moumoute. Ne me dites pas que c'est par jalousie. Non, mais en plus de ça, je crois qu'il a été ruiné à 2 ou 3 reprises et qu'il est remonté à chaque fois, il a remonté la pente. C'est un combattant. C'est un combattant. Alors, on va voir. Alors, là encore, certains dans nos milieux ont dit « Ah oui, mais c'est un ami d'Israël, patati et patata. » Possible. Je n'en sais rien. De toute façon, wait and see, on va voir ce qu'il va faire. Mais il y a tout de même une chose curieuse que le monde, je crois, d'avant-hier a mis en lumière. C'est que un des derniers clips de ses partisans, enfin de la campagne, tapait sur un certain nombre de figures politiques américaines. C'est révélateur. Il y avait qui? Il y avait Goldman Sachs, il y avait Soros et il y avait Weissner. 3 juifs. Alors, le monde s'indignait, un clip antisémite, etc., etc. Et je dirais que ça colle avec ce ras-le-bol de ceux qui ont voté pour lui, qui est un vote anti-système. Qui tient le système américain comme chez nous, ce sont eux. Hein, ce sont les Soros et compagnie, les Goldman Sachs et compagnie. Oui, une certaine élite qui est en train de dégénérer par son abus de pouvoir et qui va emmener le monde au massacre, y compris je dirais pas. Non, je que... pense pas que le mot dégénéré soit le terme exact. C'est-à-dire que ce monde qui se croyait hyper puissant n'a pas perçu les grondements qui commençaient à monter dans la population. Et... J'ai dit dégénéré parce que le genre en question, c'est d'être des politiques.
Mais là, visiblement, ils sortent du champ politique pour rentrer dans une tyrannie. Enfin, Oui, mais c'est ce qui a sauté aux yeux d'un certain nombre c'est pas nouveau, d'Américains. oui, mais bien aussi entendu, dans tous les c'est pas pays. nouveau, c'est évident. Mais là, par contre, le mot dégénéré peut s'appliquer parfaitement au clan Clinton, parce que vous avez Je vu, pensais aussi à eux. vous avez vu qu'il y a un certain nombre de documents qui sortent grâce à Wikileaks sur les goûts particuliers au point de vue sexuel du couple Clinton, qui apparemment serait coincé dans des affaires de pédophilie. C'est en train de sortir. On a dit que c'était la candidate la plus transparente de Oui, toute l'histoire des mais élections oui. américaines. My foot, comme disent les Anglais. Hein. Bah, c'est pas elle qui a créé la transparence. Mais on lui a procuré. Transparence. N'importe quoi. C'est un mot à la mode. Alors, on a vu aussi que pour tacler les médias dominants, il a utilisé le 2.0. Alors évidemment, s'il était resté Trump derrière son écran toute sa vie, il serait arrivé à rien, évidemment. Mais là, il a su intelligemment prendre les réseaux sociaux encore libres pour contourner l'obstacle, qui était quand même énorme devant lui. Il me semble que dans les grands médias, aucun ne l'a aidé. Ça vous inspire une réflexion? Oui, mais il a su utiliser des moyens techniques. Et je me rappellerai toujours dans les milieux dits tradis, qui condamnent, qui le chemin de fer, qui le téléphone, qui la radio, qui la télévision, qui Internet, ils ne comprennent pas que ce sont des outils et que ces outils sont bons ou sont mauvais selon l'utilisation que l'on en fait. C'est tout. Mais il y a, là encore, pour en revenir sur nos milieux, ça rejoint une des questions que vous m'avez posées tout à l'heure, dans ces milieux, il y a un aveuglement, justement, et un refus d'utiliser les moyens techniques qui peuvent faire sauter les barrages. Ils tournent en rond, dans leur petit rond. Ils ne veulent pas gagner. Moi, j'ai l'impression vraiment que j'ai de plus en plus, face à cette espèce de droite catholique ou pas catholique, nationale, ou voire même nationaliste, ils ronronnent mais ils ne veulent pas gagner. Oui, c'est clair que Trump n'est pas un candidat à l'enterrement vivant. On peut le dire. Certainement pas, il en veut. Par contre, il a peut-être bénéficié d'une certaine stupidité de ses ennemis. Mais C'est bien. Xavier Ils n'y ont pas cru. Xavier Moreau, dans une vidéo, le soulignait. Il disait, c'est quand une élite commence à croire à sa propre propagande, c'est qu'elle a atteint un niveau Très de juste. profond. Très juste. Très juste. Mais ils sont tellement habitués à tromper le peuple qu'ils ne voient pas venir le coup. Donc ils se sont pris les pieds dans le tapis. Tout à fait. Est-ce que la Russie a influencé les élections? C'est pas exclu. J'aurais été à la place de Poutine, ça je l'aurais fait, c'est certain. Bah, c'est évident, on a tous intérêt, que ce soit vis-à-vis des États-Unis, de l'Angleterre, de l'Allemagne, le Japon, la Chine, non, puisqu'elle avait fait tout de même partie de cette alliance avec la Russie, et d'essayer de placer nos pions de façon à avoir des amis plutôt que des ennemis. Bah, c'est normal. Parce que les Américains, eux, n'essayent pas de déstabiliser la Russie par hasard. On parlait tout à l'heure des ONG, Amnesty International et tutti quanti. C'est la réponse du berger à la bergère. Les réactions en forme d'émeutes qui ont lieu actuellement, notamment dans l'Oregon, contre l'élection de Trump. Mais c'est un petit peu comme les gars en Angleterre qui réagissent contre le Brexit. Et puis, on nous le montre en épingle, mais vous y étiez, vous, pour voir combien de gus il y avait là-bas? Si on doit tirer, faire un commentaire sur ces réactions, pseudo-réactions qu'on nous présente contre la victoire de Trump, c'est que d'une part, bon, on a droit qu'à ce que nous en disent encore une fois les médias. On ne sait pas du tout, et puis je regrette beaucoup, c'est voter, c'est voter. Alors ou ils sont démocrates ou ils ne sont pas démocrates, d'une part. Et puis, quelle est la réalité de ces manifestations? Et je me rappelle, je crois qu'on était en train de le dire tout à l'heure, mais on a été dérangé, c'est que les photos qu'on nous a données
des soi-disant bombardements russes ou syriens sur des hôpitaux à Alep. Il y a des chercheurs qui ont trouvé dans les documents pris à différentes époques que l'image de l'hôpital détruit, soi-disant par l'aviation syrienne ou russe, étaient des images d'un hôpital à Gaza. À Gaza. Bombardé par qui? Par Israël. Alors vous vous rendez compte, la manipulation par l'image que font ces gens-là. Il y a un autre exemple qu'on a sorti dernièrement dans la politique aussi, c'est cette histoire d'un enfant soi-disant blessé qui était à l'agonie, et on voit, gamin ou adolescent, et que l'on voit un petit peu plus tard dans une séquence, rigolard, parce qu'ils n'avaient pas réalisé que la caméra continue à tourner. Et tout ça, c'est sur Internet. Il faut donc analyser les images, pas voir ça au premier degré. C'est comme les images des tours à Manhattan. Je ne sais pas si vous allez y aborder, mais c'est invraisemblable. Il y a des choses qui sortent actuellement, et je vais en parler cet après-midi. Quels sont les électeurs types de Trump et de Clinton? Alors, Clinton, c'est pas compliqué. C'est l'establishment, c'est-à-dire tout ce public officiel, qui est fait de citoyens américains, blancs, oui, malheureusement. D'une partie de l'électorat noir, mais pas tout à fait. D'électorat hispanique, mais pas tout à fait. Et justement, ce qui a beaucoup surpris les commentateurs, c'est que dans le public qui a voté pour Trump, il y a aussi des Noirs et des Hispaniques, malgré tout ce qu'il a pu dire sur eux, y compris les musulmans, malgré tout. Pourquoi? Parce que je crois que tout ce monde-là, qu'il soit blanc, qu'il soit de ces communautés qui existent aux États-Unis, aspire à une chose, c'est un État organisé qui s'occupe des plus petits. Et donc, ils sont allés vers lui en se disant, mais les autres, ce sont des pourris, en fait, ils nous font des risettes, mais ce sont des pourris. Donc, cette élection de Trump est très intéressante, et il faut bien étudier les tenants et aboutissants, parce que c'est plein de leçons. Et sur la répartition géographique, quand on voit aussi par canton, il y a donc 3... non, ce ne sont pas des cantons aux États-Unis, ce sont des États. Des comtés. Ah, les comtés, oui. Il y a 3100 comtés et il y en a 470 ont été majoritairement pour Clinton. Et quand on regarde la répartition sur une carte, ce sont les grandes villes. Mais oui, tout à fait. L'électeur type de Clinton est celui qui vit tout à fait dans une grande ville. Oui, exactement. Donc, coupé de l'immédiateté du terrain, de la terre, de l'agriculture. Exactement. C'est ça. Non, mais c'est très intéressant. Bon, on va voir ce que va faire Trump, mais je répète encore une fois, ce n'est pas tellement la victoire de Trump qui est intéressante, c'est c'est ce qu'elle signifie de cette levée d'indignation du peuple américain, enfin des Américains, d'une majorité d'Américains, face au système, à l'establishment, comme ils disent. Suite au Brexit, de nombreux juifs demandent la nationalité allemande. Que vous inspire ce phénomène? Alors là, j'avoue que je ne sais pas. Je ne sais pas, donc. Évidemment, cela veut dire que ce sont d'anciens juifs allemands qui, ayant pris peur avec le Troisième Reich, se sont dit qu'ils seraient plus à l'abri en Angleterre. Bon. Alors, pourquoi veulent-ils revenir aux États-Unis en Allemagne maintenant? Craignent-ils que justement, ou sentent-ils qu'à la suite de la réaction des Anglais avec le Brexit, il y a en fait une montée, une exaspération, là encore, devant l'establishment anglais, et que par voie de conséquence, c'est une réaction antisémite qui débute. C'est la seule explication que je vois.
Alors évidemment, ils doivent se sentir plus à l'aise avec une dame Merkel qui est juive d'abord, il faut le savoir là aussi. On va avoir, je crois que c'est pour le prochain numéro, une étude sur son cheminement et sur dame Merkel. C'est assez intéressant et révélateur, ça explique beaucoup de son comportement. C'est une mondialiste parce que juive. Israël a annoncé qu'elle suspendait sa coopération avec l'UNESCO. L'organisation donc, a voté 2 textes présentant l'esplanade des mosquées, alias Mont du Temple pour les Juifs, comme un lieu saint pour les seuls musulmans. Alors Israël dénonce une réécriture de l'histoire. Pensez-vous de cette affaire? Alors les Juifs reprochant à l'UNESCO une réécriture de l'histoire alors que eux, ça commence par nos manuels d'histoire chez nous de Mallet et Isaac qui ont réécrit l'histoire de France. Il ne manque pas d'erreurs, franchement. Ben, évidemment, c'est que alors l'UNESCO, c'est très amusant, c'est qu'il y a tout de même une majorité de pays arabes. Arabes et d'Afrique noire, qui pèsent sur l'UNESCO. Et donc, le vote de l'UNESCO, enfin la décision de l'UNESCO correspond à ce poids de ce monde musulman et d'Afrique noire, qui n'accepte pas Israël et sa dictature sur la région. Donc c'est intéressant. Ouais. Bon, je ne peux qu'applaudir. D'accord. Mais alors, si on prend le problème d'un peu plus haut, c'est l'ONU finalement qui présente un problème pour toute politique israélienne trop entreprenante. On se souvient que la guerre d'Irak s'est faite en contournant l'ONU, par exemple. Il faut reconnaître que l'ONU, très régulièrement, a imposé des directives à Israël, notamment après la guerre des 6 jours, etc., que Israël n'a jamais observé. Et l'ONU, c'est un mammouth absolument plein de contrastes. On ne peut pas dire l'ONU c'est ça. C'est ça à un moment donné en fonction d'une certaine majorité qui s'est dégagée à tel moment sur tel sujet. C'est complexe, c'est comme ça. Donc on prend ce qui peut être utile pour nous et pour ceux de la région. Et je trouve que ce vote de l'UNESCO, ONU, puisque tout ça c'est la même chose plus ou moins, tant mieux pour les musulmans. Les casques blancs ont été reçus récemment à l'Élysée. Bah c'est pas étonnant. Vous savez ce que c'est que les casques blancs? Une espèce d'ONG encore. Oui. Ce sont des soi-disant humanitaires. Et quand je faisais allusion justement à ce montage-là, avec ce jeune adolescent qui soi-disant estropié par un bombardement russe ou syrien, etc., bah, c'est les casques blancs qui étaient à l'origine de ça, qui avaient fait ce montage cinématographique. D'accord. Comment va évoluer la situation en Syrie et en Irak avec le nouveau président américain? That's the question. On verra. C'est la question. On va voir, c'est pour ça, on va voir quelles vont être ses premières décisions. Alors, bon, vous savez très bien que, comme tout candidat américain à l'élection présidentielle, il est allé faire son petit tour d'allégeance devant la EPAC, American Israel, etc., etc. Alors, quelle est la sincérité de sa démarche? Je n'en sais rien. Il est allé faire signe d'allégeance. Mais quelle est la réalité de cette allégeance? On va voir. Alors, quand on voit ce que tout le monde judéo-américain a déversé comme tonneau de boue sur lui, je ne sais pas si ça le prédispose tellement à un amour immodéré d'Israël et tout ce qui tourne autour. On verra. Il y a un commentaire sur la Syrie et l'Irak, mais là, aujourd'hui. Bon, alors je crois que la Syrie et l'Irak, c'est une déroute pour les États-Unis. Parce que les Irakiens sont furieux contre les États-Unis. Qui n'importe pas quand il faudrait l'appui aérien, contrairement à ce qu'on nous dit dans nos télévisions.
hein, et qui bombardent les troupes irakiennes, comme les Syriennes d'ailleurs, on dit « Ah, pardon, c'est une erreur ». Il ne faut pas prendre tout de même les Irakiens et les Syriens pour des crétins. Hein. Et la décision d'Obama, tout d'un coup, de vouloir tuer les chefs d'Al-Nusra... On nous le dit. On nous le dit. 3 jours après... On nous le dit. Est-ce que c'est vrai? On nous le dit, parce que ça fait bien dans le tableau. Parce que tout le monde sait, de plus en plus de gens savent, que ce sont les Américains qui les arment. Donc on nous dit. C'est curieux, parce que vraiment, l'hypocrisie anglo-saxonne, matinée de juifs, protestants, etc., est inimaginable. Ils disent une chose, ils font le contraire. Question de religion. Le pape semble avoir changé d'avis face à l'invasion migratoire. Comment expliquer ce revirement? Alors, mon cher ami, parler du pape François ou de France à tout court, c'est très hasardeux, parce que cet homme est une contradiction vivante. C'est tout et n'importe quoi, dans l'ordre et dans le désordre. C'est incroyable. Je crois qu'on n'a jamais eu un pape aussi désorganisé dans ses prises de position. L'impression que me donne, d'ailleurs, c'est un petit peu le problème de tous les derniers papes, à part Benoît XVI, je garde tout de même de la sympathie pour Benoît XVI qui a essayé tout de même de remettre un petit peu les choses. C'est pour ça qu'on l'a mis à la porte, d'ailleurs. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais on en a déjà parlé dans plusieurs entretiens, et j'en ai parlé dans des conférences aussi. Que je me rappellerai au moment de sa démission, je vais faire mon éditorial sur sa démission, et le titre c'était « Ils l'ont eu ». Parce que sur beaucoup de plans, il dérangeait ceux que nous connaissons, y compris sur l'homosexualité dans l'Église. C'est lui qui a imposé, sous son pontificat, que dans les séminaires, avant que l'on amène à la prêtrise un candidat, on soit observé s'il avait des penchants homosexuels ou pas. Ceci dit, il y a un petit bouquin d'une bavoteuse américaine du nom de Engel, donc probablement juif, disant qu'il était homosexuel lui-même, que son secrétaire c'était son mignon. Donc on nage dans un univers de merde qui salit tout et qui modifie tout, de façon à ce que les gens puissent se révolter contre une ligne qui les dérange eux. Donc dans la mesure où Benoît XVI édicte ses lois, ses directives pour ne pas laisser passer des homosexuels à la prêtrise, ben on le traite lui d'homosexuel. Il y a un petit problème là. Non, il n'y a pas une contradiction. C'est une guerre de perception. Une guerre de perception et une guerre de mensonge. Comme on disait, les lecteurs moyens de l'establishment, c'est quelqu'un qui est déconnecté. Mais vous connaissez le fameux mot de Sainte-Beuve que je cite assez régulièrement, l'individu ne raisonne pas nécessairement faux sur les bases exactes, il raisonne juste sur les bases fausses. Tout est là. Vous changez la perception de la réalité chez le citoyen, en toute honnêteté, mathématiquement, il va conclure dans un certain sens. C'est ça le problème des médias, justement. Qui tient les médias, tient la cervelle de l'électeur. Les 500 ans de la réforme luthérienne sont célébrés au Vatican, où même une statue de Luther a été mise à l'honneur. Le voyage du pape en Suède nous le montre très favorable aux luthériens. Ça vous inspire un commentaire? Oh que oui. Ben oui, ça rejoint ce qu'on a déjà dit quasiment à l'instant. C'est que ce malheureux s'est fait accueillir comme un chien dans un jeu de quilles en Suède. Mais ce que j'ai pu en voir dans les journaux, dans la presse, c'est hallucinant. C'est comme s'il lui avait craché à la figure. Ils ne l'ont pas accueilli comme un chef d'État qu'il est, l'État du Vatican. Ils l'ont accueilli comme un chien dans un jeu de quilles. Alors, s'il ne comprend pas après ça, mais enfin, je sais pas. Alors, la grande ligne de l'Église depuis déjà un bon bout de temps, et ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, l'Église ne cherche plus à évangéliser, elle cherche à s'allier. Pas tout à fait la même chose.
Que pensez-vous des révélations de Wikileaks quant à un printemps catholique fomenté par le camp Clinton au sein de l'Église, en y infiltrant des idées progressistes révolutionnaires jusqu'à l'implosion? Bon, alors je dirais que le terme de printemps catholique, c'est pas adapté, c'est pas le bon terme. Et il y a une stratégie dirigée vis-à-vis des catholiques pour petit à petit lui faire accepter un certain nombre de choses. Et je crois que j'en ai déjà parlé d'ailleurs. Et j'en parle, je crois que c'est dans le dernier numéro de la politique. C'est que Clinton, et il n'y a pas qu'elle, était en train de préparer des directives pour l'ONU pour faire accepter en catimini la pédophilie. Et on retombe dans ce que je disais tout à l'heure sur les goûts pervers du couple Clinton. Et couple Clinton, avec un certain nombre de leurs collaborateurs, qui sont nommés, répertoriés, etc. Et ça encore, c'est grâce à Wikileaks, à Julian Assange, qui est un ancien du renseignement américain. Et c'est ça qui est intéressant. Et alors, il y a une chose tout de même remarquable, ce qui m'avait surpris, justement, après le 11 septembre, c'est que les premiers à réagir sur le mensonge officiel de Bush, ça a été des gens des milieux du renseignement américain. Et j'en parle dans mon livre, Le complot mondialiste, à propos du 11 septembre, dans le chapitre qui est dédié au 11 septembre, avec les noms et leurs déclarations. C'est pas piqué des hannetons. Le chef de l'église orthodoxe russe a renouvelé son appel à la guerre sainte contre l'État islamique. Que pensez-vous de cette prise de position? Je ne peux que l'applaudir et je souhaiterais que l'église catholique en fasse autant. Mais attention à une chose, ne pas mélanger cette montée de l'islamisme radical fomentée par les Américains et les Juifs avec le monde musulman dans son ensemble. Parce que nous avons des alliés dans le monde musulman, ne serait-ce que les chiites, en Syrie, en partie en Irak, en Iran. Donc ne pas mélanger, pas tout mélanger. Tiens, je pense à une chose. J'ai de multiples contacts par les réseaux sociaux avec toutes sortes de personnes, y compris des musulmans, pour la plupart qui sont tout à fait d'accord avec mes analyses, vraiment là, je dirais 99, presque 0,9%. Et il y en a un qui m'a signalé dernièrement, et ça je tiens à le signaler, chose que je méconnaissais totalement, c'est que la différence, entre autres, entre chiites et sunnites, c'est que de même que l'Église catholique est infiltrée par le ferment juif, Decree Nostra Aetate, de même, dans le monde musulman, ce sont les sunnites qui sont le plus infiltrés par les juifs. Et ça explique. Et ça explique justement sur le terrain, au Moyen-Orient, l'alliance des Américains et des Israéliens avec la tendance sunnite contre les chiites. Pouvez-vous nous dire quelques mots de la conférence de l'abbé Loiseau, Chrétiens et musulmans dans la République, l'indispensable dialogue? Alors là, j'avoue, j'ai vu ça malheureusement un peu tardivement. Bon, je sais pas si je serais allé à la réunion, mais c'est absolument scandaleux. Parce qu'en fait, bon, non seulement c'était la République, mais c'était la République et la laïcité. Donc voilà une réunion suscitée par l'évêché de Toulon, Fréjus Toulon, Monseigneur Ray, dont l'abbé Loiseau est un des fidèles des fidèles, et je ne sais pas pourquoi l'abbé Loiseau semble avoir barre sur Monseigneur Ray, qui nous organise une réunion pour essayer d'amener les catholiques à accepter de discuter avec des musulmans islamiques dans l'optique de faire coexister musulmans islamiques dans la laïcité et la République. Il n'y a pas un petit problème là? Alors déjà que l'Église nous avait fourgué la République avec Léon XIII et leur aliment, grâce à son secrétaire d'État Rampolla, que l'on a appris par la suite, qui était membre de l'Ordo Templi Orientis, une des obédiences maçonniques sataniques, lucifériennes,
faut le savoir, tout ça c'est dans mon livre, La maçonnerie avec les textes. Je n'invente rien, ce sont leurs propres textes. Donc, je ne sais pas. Cette église, donc, il y a eu le ralliement avec Léon XIII. Ensuite, il y a eu Nostra Aetate, à laquelle je faisais allusion dernièrement, qui évacue progressivement le fait que le Christ a tout de même été crucifié par les Juifs. On oublie ça, bientôt, bon, il n'y aura plus de Christ, ce sera une église. C'est le noachisme. Et c'est mon père qui, le premier, a rappelé, dans les années 60-70 à peu près, dans son livre Le secret des francs-maçons, ce qu'était le noachisme, qui est une espèce de religion universelle, justement, où, soi-disant, sous prétexte de mettre tout le monde d'accord, finalement, on en arrive à une conception juive, kabbaliste, de la religion. Du coup, là, vous allez être branché avec Pierre là, sur ce coup-là. Oui, mais lui, il contredit tout ça. C'est ça le problème. Il y a une prochaine parution d'un livre que vous avez commis. Que j'ai commis. Comment peut-on se procurer donc, le livre L'armée française face à la destruction de la nation, si mes souvenirs sont bons? Exact. C'est ça, c'est le dernier né. Voilà le livre. Alors, en illustration, une dame qui représente la République, avec le symbole bien évident du triangle maçonnique. Et malheureusement, on ne le voit pas parce que c'est une reproduction ancienne. Bon, mais j'ai trouvé que c'était tellement adapté que... Alors, pour qu'on comprenne bien, bon, de toute façon, il y a un commentaire à l'intérieur qui explique l'illustration. Il y a écrit, aux quatre coins, en triangle, justement, tac, 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 il y a écrit liberté, égalité, fraternité. Donc vraiment, c'est signé. Alors la symbolique, au-delà de ces symboles maçonniques, qui m'a semblé intéressant, c'est que la République pose son pied dominateur sur le lion. Et j'ai trouvé ça absolument remarquable comme symbole, parce que le lion, ça représente la force. Donc vous voyez la transition par rapport à l'armée. La République dominant l'armée, tu es couché à mes pieds, tu m'obéis. Tu es couché à mes pieds, tu obéis. Voilà le message du livre, ça va faire grincer. Je n'irai pas dans les casernes, parce que de militaires, j'en sais par les contacts que je peux avoir, mais dans les états-majors, si ça leur parvient, et on va essayer de leur faire parvenir, ça va grincer des dents. Mis à part les états-majors, vous conseillez la lecture de ce livre à quelle personne? D'abord tous les Français qui ont envie de réagir, pour qu'ils comprennent, et surtout aux jeunes militaires. Donc tous ceux qui connaissent de jeunes militaires dans leur famille, dans leurs amis, qu'ils leur transmettent le livre. Cadeau de Noël. Cadeau de Noël. Et je rappelle, donc je pars à peu près de la Révolution française jusqu'à aujourd'hui, et je montre toutes les étapes où l'armée a failli, qu'elle a laissé faire le complot judéo-maçonnique qui, progressivement, d'étape en étape, détruit la France jusqu'à aujourd'hui. C'est ça le but de ma démonstration. Et il est intéressant de noter dans ce livre la multiplication des réactions de militaires qui, malgré ce pseudo-devoir de réserve qui leur est imposé, commence à... Qui n'existe dans aucun document militaire, et ça je le tiens d'une source sûre, c'est l'actuel président de l'Association pour la défense de l'armée française, le général Pinard-Legris, que je cite d'ailleurs, je cite son texte, très longuement d'ailleurs, où il dit, mais foutez-nous la paix, il dit ça à peu près, foutez-nous la paix avec le devoir de réserve, ça n'existe dans aucun manuel militaire. Mais ça arrange beaucoup de militaires dégradés pour ne pas avoir à réagir. Ah oui, mais on ne peut pas devoir de réserve, etc. Et de leur botter les fesses. C'est étonnant de voir comment on détruit les institutions à l'aide d'obligations, de devoirs qui n'existent pas. Mais exactement. On peut faire une transposition dans le domaine religieux, que je connais beaucoup mieux.
avec la soi-disant abrogation de l'ancienne messe. Donc on a découvert tout d'un coup, en 2007, qu'elle n'avait jamais été interdite. Mais bien entendu. Et on a détruit, on a bouleversé avec une obligation qui n'a jamais existé. Ça rejoint ce que je disais de l'aspect bénéfique de Benoît XVI. C'est lui, et j'ai donné la citation à l'époque dans la politique et dans mon livre Tradition Révolution. J'ai donné son texte dans lequel il révèle que la messe tridentine n'a jamais été interdite. C'est une escroquerie que d'avoir fait croire ça aux catholiques. Mais votre comparaison est tout à fait pointue, exacte. Il y a une correspondance entre l'armée et le monde catholique. Et d'ailleurs, il y a des chapitres dans mon livre, L'armée française face à la destruction de la nation, où je pointe du doigt la responsabilité de certains milieux religieux dans la démission de l'armée face à la destruction de la nation. Donc le monde religieux a aussi sa responsabilité dans cette démission, parce que nombre de militaires, y compris gradés, sont des catholiques, et même traditionnalistes. Et je donne par exemple l'exemple du général Benoît Pugat, paroissien de Saint-Nicolas du Chardonnay, l'église de la fraternité Saint-Pédis, qui n'a eu aucun problème de collaborer avec un certain Nicolas Sarkozy comme attaché militaire de l'Élysée, et qui était partisan de l'intervention en Libye. Quand on voit le résultat, de toute façon c'était couru d'avance, on le savait. Et puis, jusqu'à sa retraite, il a été conservé soigneusement par François Hollande à l'Élysée. Alors qu'est-ce que c'est que ces cathos tradis de surcroît qui travaillent avec des ennemis à la fois de la religion et de la nation? Non mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire comme démission, comme désertion? Oui, pour faire un autre parallèle, on pourrait dire que le faux devoir de réserve a camouflé un vrai devoir de retrait, comme on dit dans le monde du travail. Dans des situations dangereuses, on peut se mettre en retrait. Mais bien entendu. Et là, non, il n'y a pas de situation. Il aurait pu démissionner en disant non, écoutez, je regrette beaucoup, non, c'est contraire à mes opinions. Non. Et puis, ça permet de gagner du galon aussi, voyons. C'est ça, on les tient. Drame des militaires, il y en a deux. Bobonne. Et ce qui va avec, la montée dans les grades. Si un jour il y a une révolte militaire, ce sera peut-être des militaires qui ne seront pas mariés. Je ne me lancerai pas dans un pronostic. Ah non, mais ça, je connais quelques-uns, on voit très bien. Imprégnation de bobonne. Tu vas pas faire ça quand même, pense à ta famille, tatati, tatater. Oui, il y a aussi peut-être pour l'armée française l'appartenance évidemment à une institution qui existe depuis longtemps, qui est très prestigieuse et qui a versé, ils n'ont pas fait verser, enfin qui a fait verser aussi pour les ennemis, mais qui a versé beaucoup de son sang depuis des siècles. Et je suis tout à fait d'accord. On peut rien dire. Je suis tout à fait, mais si, parce qu'il faut bien faire la différence. Ils sont courageux physiquement, mais ils sont d'une lâcheté politiquement absolument invraisemblable. Prenez ce malheureux Picmal qui est allé manifester, très bien, bravo, mais là encore, comme pour Poisson, dont on parlait tout à l'heure, il prend une position, parce qu'il y croit. C'est très bien, on ne peut qu'applaudir. Mais moins de 24 heures après, quand Valls a fait les gros yeux, il a baissé son froc, il s'est proclamé bon général républicain, etc. Ça ne lui a même pas servi, puisque maintenant il est privé de sa retraite, et il n'a même pas le droit de se mettre encore en tenue. Donc vous voyez, où aboutit la lâcheté? Oui, je me souviens d'un passage à RTL qui était particulièrement cuisant pour lui.
Et puis aussi, il s'est fait administrer la fessée chez Zemmour et Nolo par Longuet et Desportes. Le passage est... Un drôle de personnage, notable. Longuet, franc-maçon lui aussi. Gérard Longuet, franc-maçon. Tout se tient. Quand on a compris quel était le lien qui reliait tous ces événements, on a la clé pour décrypter. Bien. Terminé ? C'est terminé. Je vous remercie. Sur ces bonnes paroles, J'espère que tout le monde va lire le livre et... en tout cas, le plus grand nombre, et je souhaite vraiment que tous ceux qui auront eu la gentillesse d'acheter le livre et de le lire, s'ils sont convaincus par ma démonstration, parce que je crois que c'est tout de même une démonstration, essaieront de faire connaître les livres dans les milieux militaires. Il faut qu'on arrive à récupérer les militaires, ce qu'il y a encore de sain dans les milieux militaires. On a besoin de la force de l'armée face à la dictature qui nous opprime. Voilà, les mots de la fin, provisoires. Bon, et bien Eric, merci de tes questions, et je tiens à remercier aussi Diane parce qu'elle a très, très soigneusement participé à bon nombre de questions, tout à fait adaptées, vraiment, vous êtes une très très bonne équipe. Et je répète, je regrette qu'elle ne soit pas là, je sais qu'elle trépigne, mais on espère qu'elle sera là pour le prochain entretien le mois prochain. Voilà, merci à vous deux. Merci beaucoup.